Depuis plusieurs mois, le plus grand désordre règne dans le domaine du taux de change ou, pour être plus précis, dans le domaine des multiples taux de change qui existent actuellement sur le marché. Pour faire le point, encore une fois, sur cette question, nous avons avec nous aujourd'hui l'économiste Enomi Germain. Bonsoir, Monsieur Germain, bienvenue. Bonsoir, Serge, et merci beaucoup, le plaisir d'être avec vous, et comme d'habitude. Bon, j'ai l'impression que là, c'est en train de bouger à nouveau. Il y a des tweets qui sont publiés, qui se plaignent, qui tirent la sonnette d'alarme. Alors, comment est-ce que vous voyez la question, vous ? On est d'accord que sur le marché, effectivement, il y a une multiplicité de taux. Et déjà, au niveau de la BRH, en tout cas, il y a deux éléments de taux qui sont au fait des indicatifs. Vous savez déjà, il y a le taux de référence, il y a ce qu'on appelle également le taux moyen d'acquisition. Si le taux de référence, c'est le taux auquel... Oui, le taux de référence qui est censé, comme son nom l'indique, servir de référence aux autres banques. De référence aux autres banques, c'est une... Je viens de dire que c'est une indication, oui. Mais au fait, c'est un taux qui est calculé à partir des taux pratiqués sur le marché hier, par exemple. Par exemple, le taux de référence d'aujourd'hui est calculé à partir du taux d'hier, par exemple. En tout cas, ce taux est publié en particulier, c'est pour permettre de pallier à un problème d'asymétrie d'information qui pourrait exister entre les gens qui sont bien informés et les gens qui ne sont pas bien informés. Par exemple, si quelqu'un a son dollar qu'il veut échanger, au moins il a une indication en quelque sorte. C'est le taux de référence. Après, il y a le taux moyen d'acquisition et qui n'est pas trop loin du taux de référence. En tout cas, c'est une différence d'achat et de vente, en tout cas moyenne en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'entre les banques commerciales, il y a plusieurs taux. D'ailleurs, à l'intérieur d'une même banque, il y a plusieurs taux. Ouais. Par exemple, une banque commerciale peut afficher un taux et quand vous allez acheter du dollar, par exemple, c'est un autre taux qui est pratiqué. Donc ça, on est d'accord que c'est un problème véritable. Mais entre les banques, il y a plusieurs taux. Mais le grand problème qu'il y a, c'est que c'est entre le marché formel et le marché informel. C'est-à-dire, entre ces deux secteurs, il y a un écart, on va dire, trop grand. Par exemple, aujourd'hui, et au niveau du marché formel, le taux, c'est à peu près 75 gouttes pour un dollar américain, alors que sur le marché informel, c'est autour de 95 gouttes. C'est-à-dire, on peut avoir des différences de 20 gouttes. Et c'est là le véritable désordre. Et ça, c'est un problème, en quelque sorte, de régulation, si on peut le dire comme ça. 20 gourdes de différence entre le secteur formel qui est la banque. Donc, si je me présente à un guichet de banque et que je veux changer 100 $, on me donnera 7500 gourdes. Ouais. Alors que si je fais ça dans la rue, j'aurai 9500 gourdes. Bien sûr que oui. Et déjà, sur le marché informel, il n'y a pas un taux. Il y a plusieurs taux sur le marché informel. Au moins, on aura 95 gouttes pour un dollar, mais on peut aller au-delà de ça. Parce qu'au fait, comme c'est l'informel, il n'y a pas un taux fixé. Chaque opérateur, en fonction de ses besoins en dollars, peut vous donner un taux qui est beaucoup plus élevé. Autrement dit, il y a un problème justement au niveau du marché d'échange, étant donné que l'écart il est trop grand entre le marché formel et le marché informel. Oui, mais là, Enomi, moi je suis un peu perdu. Parce que vous venez de me dire que ça dépend du besoin. Ouais. Que l'institution a de dollars. J'aurais imaginé que le secteur formel a beaucoup plus besoin de dollars que le secteur informel. C'est quand même le secteur formel qui va avancer des dollars aux importateurs, enfin, etc. Ce sont d'énormes sommes. Alors que sur le marché informel, c'est plutôt là que se changent les transferts que la diaspora fait. Et ce sont des sommes relativement modestes, non? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Là, il faut pour moi-même partir de la circulaire 114-2 pour bien comprendre ce que vous dites là. C'est que dans un premier temps, et lorsque les transferts de la diaspora, c'est-à-dire les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora arrivent au pays, en général, les sous-agents de transfert ne payent pas ça en dollars américains aux bénéficiaires. Eh bien, ils gardent le dollar, ils négocient ça sur le marché informel. Et le marché informel a du dollar. Mais à partir de la circulaire 114-2, eh bien, le dollar est beaucoup plus canalisé au niveau du secteur formel qu'au niveau du secteur informel. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au niveau du secteur formel, il y a du dollar, mais dans l'informel, il n'y a pas. Mais maintenant, pour bien comprendre, c'est que l'économie haïtienne, c'est une économie informelle. Il y a de grands opérateurs qui sont au fait des opérateurs informels. Par exemple, la Banque centrale fait des injections, mais c'est à travers les banques commerciales. C'est ça. Mais qui bénéficie de ces injections? Ce sont les acteurs, évidemment, qui vont importer
mais du secteur formel en quelque sorte. C'est ça. Mais si je suis de l'informel, par exemple, j'ai besoin du dollar pour envoyer en République dominicaine à mes enfants, par exemple, ou aux États-Unis, ou je suis un acteur de l'informel qui veut importer du Panama, de la République dominicaine ou de n'importe quel autre endroit. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme je ne suis pas formel, il est plus difficile d'avoir du dollar des banques commerciales. Donc, ces agents-là expriment leur demande au niveau du secteur informel. Or, je viens de vous dire que le secteur informel est en panne du dollar, mais à cause justement de la circulaire 114-2. On n'est pas en train de dire que la circulaire n'avait pas son importance au moment où elle était appliquée. Parce que justement... Un petit point de rappel. Cette circulaire, c'est bien celle qui imposait que les transferts soient payés en gourde à ceux qui les recevaient. C'est cette même circulaire, 114-2. Eh bien, évidemment, ça a freiné, on va dire, le rythme de dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, mais ça a provoqué des conséquences perverses, si vous voulez. C'est que ça enlève du dollar alors que les opérateurs de l'informel expriment leur demande en dollars sur le marché informel. Eh bien, du coup, il y a beaucoup de pression sur le marché informel. Mais si les pressions existent, eh bien, le prix monte sur le marché informel, alors que sur le marché formel, le prix est plus ou moins, on va pas stable, mais relativement stable. Donc, voilà ce qui explique l'écart en quelque sorte. Donc, sur le marché formel, plus facile à gérer le secteur formel. Alors que le secteur informel, il n'est pas sous contrôle. Mais voilà ce qui explique en quelque sorte. Mais la différence, c'est que, je reprends, la circulaire enlève du dollar de l'informel, mais malheureusement, comme nous sommes une économie fondamentalement informelle, eh bien, il y a des demandes qui sont exprimées au niveau de ce secteur, mais ça fait augmenter la pression. On parle de la loi d'offres et de demande. Puisqu'on demande beaucoup, eh bien, le prix augmente beaucoup. Et on va dire l'un des éléments de conséquence, c'est que comme au niveau du secteur formel, le taux est bas, eh bien, il peut y avoir une désintermédiation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent dollar, des opérateurs qui doivent importer dans le secteur informel, dans le secteur formel là, il y a le venir dans le secteur informel là, puisque comme ça plus facile. On appelle ça un problème de désintermédiation en quelque sorte. Donc, on risque 20 gouttes sous chaque dollar. Automatiquement, sans même aller dans l'importation. Donc, ça qui arrive là, c'est je vais comprendre rapidement, c'est que vous risquez d'entrer dans un cercle vicieux si le problème n'a persisté, puisque tout le monde comprend, mais finalement, il va prendre dollar dans l'informel là. Et d'ailleurs, même les banques commerciales, ils sont capables de mettre en place un ensemble de mécanismes pour montrer BRH, ils vendent dollars avec des opérateurs alors qu'ils ne peuvent pas vendre véritablement. Donc, il y a le négocier sur le marché informel, le faire bénéfice. Autrement dit, nous en face un danger là. Régulateur Banque centrale, tu prends ça, ma propre ça, circulaire 114-2 pour justement te gérer, en tout cas, la part de l'informel sur le marché de change. Nous te dit que circulaire a une importance libre, mais il faut que Banque centrale là, maintenant, je dis, innover pour le contrer effet pervers ça qui provoquait justement par circulaire 114-2. Qui ça le café? Bon, écoutez, c'est Banque centrale, c'est pour mettre un ensemble de mécanismes, notamment pour le permettre à acteurs qui sont importants dans l'informel là, qui ont besoin d'importer, ils ont un dollar directement pour le casser pression ça qui existait sur le marché informel là. Parce que son pression, c'est que des opérateurs qui ont besoin d'importer, par exemple, du riz, qui ont besoin d'importer toute bagaille, ils ont besoin de dollars, ils ne peuvent pas venir dans l'informel. Eh bien, ils sont prêts pour payer n'importe prix parce qu'il ne faut pas oublier. L'on est une femme besoin de dollars pour le faire commerce. Ce n'est pas prix, c'est pas ton nom qui est intéressé, c'est dollars besoin les mêmes. C'est-à-dire que si là, au niveau du secteur informel, il n'y a pas de taux à augmenter, là, parce qu'il quand même. Donc, Banque centrale là, je dis à là, c'est vrai qu'en pile entreprise, en pile opérateur pas formel, mais il faut que travaille à cœur pour qu'ils permettent quand même de jouer de dollars, puisqu'ils ont véritablement besoin du dollar pour le motif d'importation. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de dollars pour serrer, c'est-à-dire pour motif thésaurisation, mais c'est pour importer. Donc, ils sont des acteurs informels, mais ce n'est pas des acteurs comme Tindado qui pas légal. Donc, il faut justement qu'il y ait des mécanismes qui mettent en place qui vous permettent de jouer de dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier tout, non? Ça n'a pas dit là, c'est des problèmes conjoncturels. Parce que la Banque centrale là toujours a pas agi comme Simdado, comme au monde qui a beaucoup de l'eau qui a pété du feu. Il n'a pas créé du feu, mais il a pété du feu en quelque sorte. Donc, eh bien, sur le plan conjoncturel, il faut faire ça, mais ça ne va pas résoudre le problème de change, puisque nous discutons à maintes reprises de ça déjà. Pour résoudre le problème de manière structurelle, c'est notre économie dans sa globalité qu'il faut renforcer, c'est pas ces mesures, en tout cas de conjoncture. Bien sûr. Donc la conjoncture actuelle, si j'ai bien compris, Enobi Germain, c'est de trouver le moyen de rééquilibrer les taux entre le secteur formel et le secteur informel. Bah, bien sûr que oui, parce que c'est là toute la question. Bien sûr que oui, parce que c'est pas fait ça. Nous donc il y a un problème de désintermédiation qui est dans ce vicieux. Mais l'autre problème encore rapidement, on va poser l'autre question, c'est que on risquait handicaper davantage la planification économique. Par exemple, une entreprise qui a planifié, à qui tu l'as planifié, je dis là? Oui. Est-ce que la planifié à taux formel là ou bien taux informel là pendant que le bagage vient? Donc, c'est un problème de planification économique au plus haut niveau qu'il faut aborder. Oui. Bon, oui. Waouh, que d'ouverture. Bon, et Enobi, on va complètement
changer de secteur. Bon, comme tout le monde le sait, maintenant, et Joe Biden a réussi à faire voter son plan de relance économique de cette somme que... Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à l'imaginer, mais moi, je ne peux pas. 1,9 milliard de dollars. En fait, oui. Pas imaginer ça. C'est 1900 milliards de dollars américains. 1900 milliards de dollars américains. Bon, il l'a fait seulement avec les démocrates, ce qui signifie que demain matin, s'il se casse la figure, les démocrates vont en prendre plein la gueule, comme on dit, parce que les républicains ont même mieux retiré quoi. Est-ce que cette relance de l'économie américaine, si elle a lieu, mais bon, en principe, elle aura lieu, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'économie haïtienne? Et définitivement oui. D'abord, au plus haut niveau, c'est qu'il ne faut pas oublier que les économies sont connectées. Il n'y a pas une économie qui fonctionne en autarcie. Et en général, lorsque nous avons une dynamique économique au niveau de l'économie, c'est extrêmement important, l'économie américaine, non? En pile l'économie qui est automatiquement connectée avec le bénéficier de ça. Ça, c'est la règle générale. Mais maintenant, dans le cadre de l'économie haïtienne, déjà, nous connecter à l'économie américaine, non? Moi, je pense qu'il y a bien de retombées positives. D'abord, au niveau de dynamique qui est là-dedans même. Par exemple, Pablo, son économie qui est exportée en particulier des États-Unis, en tout cas, ou exportée vers les États-Unis, notamment sur l'exportation sous-traitance qui était tombée avec Covid-19. Complètement. Oui. Donc, si on a une dynamique économique, nous avons acheté, nous mettons sur eux, en pile produit nous fait ici, nous achetons, évidemment, en pile produit nous pas fini ici, mais nous commençons ici quand même et nous exportons quand même. Donc, si dynamisme là, est beaucoup très important avec plan ça, c'est ça le pralier, eh bien, évidemment, les exportations haïtiennes, possiblement, on a bien dit possiblement, à augmenter. C'est-à-dire, ça, c'est quand même un avantage extrêmement important. Mais il y a l'autre secteur encore qui, quand même, fait de l'exportation timide vers les États-Unis, qui est capable de profiter de plan de relance. Ça. Mais maintenant, l'autre, on dit, retombée immédiate qui a bénéficié de ça, c'est justement à travers notre diaspora qui vit aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'au fait, parce que Pablo dans le plan, il prévoit des transferts mais d'être non conditionnels au ménage. Il n'a pas parlé de nos grands piles et haïtiens qui vivent aux États-Unis qui fait transfert vers Haïti en général. Eh bien, lorsque en général, ils reçoivent transfert, Pablo, ce n'est pas des transferts, ce n'est pas des montants qui ont un budget sur eux en quelque sorte. Donc, il y a tendance à faire plus de transferts vers le pays. Oui, mais là, on est passé du plan de relance à 1,9 milliard aux 1 400 dollars. Qui en deux plans. Qui prévoit en deux plans. Prévoit, mais bon, c'est pas la même finalité quand même. C'est pas la même finalité au fait, mais il faut bien reprendre, c'est que plan, il y a plusieurs composantes là-dedans. Il y a une composante évidemment pour aider les collectivités territoriales aux États-Unis. Bon, les collectivités, on dit ça comme ça. Et deuxièmement, il y a une composante côté que pour combattre Covid-19. Troisièmement, il y a pour, on dit, augmenter et la demande au niveau de l'économie haïtienne, l'économie américaine à travers des transferts non conditionnels. Transferts non conditionnels, là, veut dire, c'est chèque ou bail mounio, ou bail au cob. Donc c'est vrai que sur le plan global, plan, j'aime dire tout à l'heure, capable de bénéficier en pile secteur en Haïti, notamment sous traitance là, mais même plan ça tout qui prévoit pour bail chaque ménage aux États-Unis 1 400 dollars américains, il est capable de bénéficier à l'économie haïtienne, puisque justement, transfert en général a une tendance qui est importante. D'ailleurs, c'était le cas autrefois, par exemple, lorsque on dit président Trump est arrivé et fait des transferts aménagés, nous avons constaté que, en dépit du fait que tu as un ralentissement des activités économiques aux États-Unis, les transferts de la diaspora en Haïti ont été augmentés. C'est-à-dire que, en règle générale, lorsque les ménages ont bénéficié de transferts, ça n'a pas de budget sur eux, ils ont tendance à faire plus de transferts dans le pays. C'est-à-dire, vous voyez comme les familles, mais vous voyez comme vous faites l'autre activité, par exemple. On ménage aux États-Unis, en tout cas d'origine haïtienne, qui a construit, par exemple, les jeunes ont 1 400 dollars américains, ils ont tendance, en tout cas, à injecter dans la construction. Oui, c'est-à-dire que cousin qui a occupé en quelque sorte. Donc, ça veut dire que plan, sous point ça, il y a tendance, en tout cas, à aider l'économie haïtienne. Non? Parce que les transferts à l'avenir, on a parlé de dollars qui entrent. Nous, avant, nous avons parlé de problème de dollars. Ce n'est pas même l'autre sujet, c'est le même sujet pratiquement, puisque justement, avec et augmentation de cette offre de dollars, c'est quand même un point positif pour le marché d'échange en Haïti. Donc, s'ouvre les plans de toute façon, et il est capable de bénéficier en pile l'économie, dont l'économie haïtienne qui est très connectée avec l'économie américaine en quelque sorte. Pendant longtemps, les transferts représentaient plus d'1 milliard de dollars par année. Après, le Tévin rivé presque à 2 milliards. Aujourd'hui, c'est à combien? Non, aujourd'hui, nous retournons de 3 milliards de dollars américains. Nous passer le cap de... Oui, c'est-à-dire que les transferts sont extrêmement importants. Parce que ce que ça a observé dans le transfert, Banque centrale a observé, c'est que la fonctionner en augmentant
C'est-à-dire que, vous avez l'impression, pendant toute période, le transfert a augmenté tant que vous avez campé, tant que vous avez baissé en quelque sorte. Autrement dit, ménage a une tendance et voyez beaucoup plus de comme en Haïti, même si il y a un débat qui fait comprendre que, écoutez, il y a un danger sous ça. Le danger, c'est que génération de gens qui vivent aux États-Unis actuellement, et notamment aux États-Unis, ce n'est pas des gens qui font en Haïti, donc il n'y a pas de connexion à Haïti. Donc, c'est un risque pour le long terme en général. Ouais. Mais il y a un facteur, ça faut souligner, qui fait transfert, ça a augmenté. C'est notamment Haïtiens qui vivent en Amérique latine, en Chili, Brésil, par exemple. Ça a contribué à un niveau qui est extrêmement important à voyer transfert dans le pays. Donc, plus Haïti a fait migration, Haïti a perdu en valeur, parce que c'est des capitales humaines qu'on a perdu tout. Voilà. Mais en quelque sorte, on rattrape une partie là-dedans, même si on débat comme émission, ce n'est pas tout à fait une émission académique, nous ne pas élaborer, mais on débat sur question ça. Mais le fait est que, lorsque justement, en tout cas, les Haïtiens sont partis, ils voient transfert dans le pays et ça a utile à la famille et à l'économie dans une certaine mesure. Oui, oui, vous avez tout à fait raison de signaler l'Amérique latine, parce que, bon, l'émigration vers le Chili et le Brésil, ça date d'un peu plus, mais le Chili, c'est relativement récent. Donc, c'est des mondes qui font criver. Donc, dont les liens avec les parents restés sur place sont encore très proches et ceci expliquant cela. Bon, eh bien, Enomi Germain, merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous est un petit peu compté. Merci beaucoup d'avoir jeté tous ces éclairages sur cette sempiternelle question du taux de change et de l'incidence que ça a sur la vie du pays. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée, à bientôt. Voilà, c'était M. Enomi Germain, économiste, professeur d'économie même, je crois bien. Oui, bien sûr. Voilà, qui jetait un éclairage une énième fois sur cette situation qui commence à prendre des dimensions un petit peu dangereuse avec cette multiplicité des taux de change qui existent en même temps sur le marché. On dit même qu'il y a plus de environ 6 ou 7 taux différents qui coexistent actuellement sur le marché.